Alors aujourd'hui, on se penche sur un dossier judiciaire vraiment hors norme, l'instruction V13. On parle quand même d'1 million de pages, une enquête lancée juste après les attentats du 13 novembre 2015, Paris, Saint-Denis, 130 morts. Oui, des attaques terribles que le président Hollande avait qualifiées tout de suite d'actes de guerre. Exactement. Et l'enquête V13, donc pour vendredi 13, elle démarre la nuit même. Et elle va durer près de 4 ans. C'est une échelle, une durée tout à fait exceptionnelle pour une enquête judiciaire. Et pour analyser un peu cette mécanique, cette enquête géante, on s'appuie sur un documentaire. Oui, celui de Christophe Cotteray, 13 novembre 2015, Anatomie d'une instruction, qui est passé sur Arte. Voilà. Et il décortique très bien cette enquête, justement. Notre objectif pour ce deep dive, c'est de voir comment cette instruction, au-delà de chercher les coupables, a aussi provoqué en quelque sorte une réorganisation profonde. Une transformation même. Oui, une transformation de la coopération antiterroriste internationale. Le film insiste beaucoup là-dessus, avec les témoignages des acteurs clés. Bon, alors, rentrons dans le concret. Le documentaire parle d'une enquête tentaculaire. 4 ans, ce volume de preuves, c'est énorme. Ah oui, absolument colossal. Ça a demandé des moyens considérables et au centre, on trouve les magistrats français, bien sûr. Comme l'ex-procureur François Molins, on s'en souvient. Tout à fait. Molins, les juges d'instruction spécialisés, et puis les services enquêteurs comme la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Et un moment clé qu'on voit bien dans le docu, c'est la traque de Salah Abdeslam. Mhm. Son arrestation en Belgique, ça montre bien l'importance de la coopération en Europe, non? Ah bah oui, c'est crucial. Le fameux mandat d'arrêt européen a été un outil fondamental là-dedans. Ça simplifie énormément les remises entre pays de l'UE. D'accord. Et le film décrit une sorte de mutualisation inédite des informations. 14 pays européens qui collaborent, avec Europol et Eurojust qui jouent un rôle de chef d'orchestre, quoi. Et sur le terrain, ça donnait quoi? Comment ils travaillaient ensemble? Alors, beaucoup par les équipes communes d'enquête, les JITs en anglais, ça permettait aux policiers, aux juges de différents pays de bosser ensemble sur les mêmes dossiers, de suivre les pistes des complices à travers toute l'Europe. D'accord, donc ça c'est l'axe européen, mais il n'y avait pas que ça. Le documentaire parle aussi du comité Lafayette. Ah oui. Une collaboration avec les États-Unis cette fois. C'est quoi exactement? Alors là, on change un peu de registre. C'était une coopération très spécifique avec le département de la défense américain. Donc le militaire. Exactement. Le but, c'était le renseignement et l'action militaire pour cibler les réseaux de Daesh en Syrie. Identifier et frapper les commanditaires, en gros. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, ce lien, le fait que l'enquête judiciaire V13, les infos collectées par les juges, Oui. puissent alimenter directement des opérations militaires. Ça brouille un peu les lignes habituelles, non? Entre le droit pénal et le droit de la guerre. C'est exactement ça ce que le film appelle le nexus. Ce lien très fort, très complexe, les preuves judiciaires qui servent à orienter des frappes militaires. Impressionnant. Ça montre bien comment les stratégies antiterroristes ont évolué après ces chocs. Mais cette coopération renforcée, elle est née aussi parce qu'il y avait des problèmes avant, c'est ça? Le documentaire pointe des failles. Oui, il le rappelle. Les vieilles rivalités entre services de renseignement, parfois même à l'intérieur d'un pays, ou des lois européennes qui n'étaient pas toujours adaptées à une menace aussi mobile, aussi transnationale. Des freins, quoi. Voilà, des difficultés qui ont pu compliquer la prévention avant les attentats. Du coup, on peut dire que V13, ça a été un électrochoc. Ça a forcé tout le monde à mieux travailler ensemble. C'est clairement l'analyse du documentaire, oui. La crise a agi comme un catalyseur. Elle a rendu évidente l'urgence d'harmoniser les outils, les méthodes. Le film présente vraiment cette métamorphose des services antiterroristes comme l'héritage principal. Et le documentaire lui-même, comment il est fait? Quel est son style? Il est très sobre, analytique, factuel. Il suit la chronologie des faits, de l'enquête, et il repose beaucoup sur des entretiens. Avec qui? Avec les décideurs de l'époque. Hollande, Cazeneuve, Molins, on l'a dit, mais aussi des chefs de renseignement français, européens. C'est une perspective très institutionnelle. Le but, c'est de décrypter les rouages sans tomber dans le spectaculaire. Et ça a une conséquence directe, ce choix d'angle. On entend très peu, voire pas du tout, les victimes, les témoins directs des attaques. C'est vrai. C'est un parti pris. Le documentaire se focalise vraiment sur la réponse de l'État, sur l'architecture de la coopération internationale et son efficacité. C'est très instructif sur ce plan-là, mais ça donne une vision, oui, centrée sur l'institutionnel. Donc, pour résumer un peu, V13, c'est clairement un tournant.
Ça a montré qu'une coopération internationale à grande échelle pouvait fonctionner face au terrorisme. Oui. Et ça illustre aussi ce lien fascinant et un peu troublant entre la justice et l'action militaire. C'est tout à fait ça. Le film met en avant la résilience des institutions, leur capacité à s'adapter. Mais, Oui, justement, ce focus quasi exclusif sur la réponse de l'État, ça nous amène à une question pour finir peut-être. allons-y. Au-delà de ce récit nécessaire de l'efficacité institutionnelle, quelle place on laisse aux voix, aux vécus si différents des victimes dans la construction de notre mémoire collective de ces événements? C'est une question qui reste ouverte.